vaillants qui restent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer plutôt d'introduire un certain nombre d'interrogations par rapport à la question des révolutions arabes, puisque allez, on regarde. Bon, alors, je vais vous proposer une réflexion sur 4 questions que je vais essayer d'identifier. La première question, c'est que les révolutions arabes ne sont pas tombées du ciel. Et là-dessus, je ne vais pas beaucoup insister parce que Samir l'a bien décrit. C'est en fait une réponse des peuples au néolibéralisme et à la crise du néolibéralisme. Je pense qu'on pourrait beaucoup réfléchir là-dessus, c'est-à-dire sur la situation dans laquelle on est, qui est les conséquences du néolibéralisme, particulièrement pour les peuples de la région arabe, et aussi le fait qu'on est entré dans une période de crise du néolibéralisme, qui est une crise d'une phase de la mondialisation capitaliste. Donc c'est effectivement l'épuisement d'une certaine manière de cette phase de la mondialisation capitaliste qui introduit des situations nouvelles. Je ne vais pas insister là-dessus, je pense que Samir l'a très bien décrit sur les conséquences économiques et politiques qu'il y a eu. La deuxième réflexion porte sur ce qu'a révélé les révolutions arabes comme point de départ d'un nouveau cycle de lutte et de révolution par rapport justement à cette crise de la mondialisation néolibérale capitaliste. Et comment les éléments qui ont été dégagés dans ces révolutions arabes ont été appropriés par d'autres régions, par d'autres peuples, et comment, bien sûr avec des formes différentes, elles ont traversé la Méditerranée, avec les mouvements en Espagne, au Portugal, en Grèce, elles ont traversé l'Atlantique, avec des mouvements aussi bien aux États-Unis, au Québec, avec les carrés rouges, au Chili. Et donc, effectivement, ce qui a fait sens, ce qui a été compris, c'était les mots d'ordre qui ont été mis en avant, d'abord place de la Casbah et ensuite place de Al-Tahrir, parce qu'ils correspondaient à une réponse des peuples à la situation. C'était quoi ces mots d'ordre? Le premier, c'était la question de l'injustice, des inégalités sociales, de l'appauvrissement, de la misère, c'est-à-dire l'ensemble des questions sociales. Mais dès Tunis, il y a eu quand même un élément un peu nouveau par rapport à la manière dont était vécue cette question des inégalités sociales, c'est les formes nouvelles de la corruption. C'est d'ailleurs ça qui a été illustré par le fameux « vous êtes 1%, nous sommes 99%». Ça veut dire que la fusion du pouvoir politique et du pouvoir financier a conduit à un niveau de corruption historique qualitativement nouveau
et différent par rapport à la situation précédente. Donc, question sociale et corruption. Et puis ensuite, question des libertés, de la démocratisation, du refus des dictatures. Et enfin, refus de la domination géopolitique et même l'affirmation que la décolonisation n'est pas achevée. Voici les 3 propositions qui ont été reconnues et reprises très largement. Mais ce nouveau cycle de lutte et de révolution a aussi montré quelque chose de nouveau qui a été très fortement marqué à Tunis et au Québec. Il a marqué les formes culturelles, idéologiques des nouvelles générations. Ce sont des nouvelles générations qui se sont exprimées avec leur mode d'expression, leurs outils. Et qu'est-ce que c'est que ces bases sociales des révolutions arabes? Je vous propose une hypothèse. C'est que les sociétés ont beaucoup changé. Et une des formes du changement, en dehors de l'appauvrissement lié au néolibéralisme, c'est l'extension de la scolarisation dans les sociétés. Les sociétés ne sont plus tout à fait les mêmes. Pour prendre un exemple, pour ceux qui connaissent, par exemple, pour l'exemple que je connais, en 1968, en France, 25% de la classe d'âge avait le bac. Aujourd'hui, 70 à 80% de la classe d'âge a le bac. En République démocratique du Congo, au moment de l'indépendance, il y avait 2 personnes qui avaient le bac, donc une à Bruxelles. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'enseignement supérieur. Donc ce n'est pas les mêmes sociétés. Mais comment le néolibéralisme a transformé ces sociétés et cette scolarisation? Eh bien, en fait, d'abord, il a introduit une captation d'une partie de la jeunesse scolarisée pour l'emmener dans ses laboratoires et donc une partie importante est partie en migration. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, il y a chaque année un concours pour désigner les 10 meilleurs jeunes économistes. Eh bien, l'année dernière, 6 ou 7 sur les 10 n'étaient pas nés aux États-Unis. Donc il y a une captation des cerveaux, comme on dit. Mais une des conséquences, c'est que ces gens qui sont partis restent en contact avec leur génération, notamment à travers Internet et toute une série d'autres choses. Et donc les générations ne sont plus isolées. C'est d'ailleurs contradictoire. Elles ne sont plus isolées par rapport à la publicité et au mode de consommation et aux cultures dominantes, mais elles ne sont plus isolées non plus par rapport à la compréhension du monde. Et l'autre élément qui est aussi important, c'est que la génération qui n'est pas partie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ce sont des chômeurs diplômés. Et les chômeurs diplômés, c'est une nouvelle alliance sociale. C'est l'alliance entre les enfants des couches populaires et les enfants des couches moyennes. Et c'est ça qui a donné une des formes des insurrections et qui explique à quel point elles ont été comprises, parce que finalement,
Et c'est ce que l'on comprend encore mieux en regardant ce qui s'est passé au Chili et au Québec, mais qui a été exprimé pour la première fois à la Casbah et à Tahrir, c'est que le néolibéralisme a rompu la promesse du social-libéralisme. Parce qu'auparavant, l'idée c'était, si vous travaillez bien, vous aurez un diplôme, et si vous avez un bon diplôme, vous aurez un bon emploi. Mais le néolibéralisme a changé ça. Et il a d'ailleurs innové d'une certaine manière. Il a endetté les étudiants dans le monde entier. Vous savez qu'aux États-Unis actuellement, l'endettement pour les études est équivalent à l'endettement pour l'achat des voitures. Et donc, les jeunes travaillent, ils étudient beaucoup, ils ont des bons diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi, et ils gardent leur dette. Et donc, on a, d'une certaine manière, la rupture au niveau des nouvelles générations par rapport, justement, à ce que promettait au discours de la promesse de la possibilité que la croissance allait donner le développement. Pour reprendre ce qu'avait dit Samir une fois sur croissance au développement, il avait vu il y a quand même très longtemps. Voilà quelques éléments sur ce nouveau cycle de lutte et de révolution et l'importance qu'il a et la rupture idéologique qu'il produit au niveau des jeunesses. Bien sûr, il y a des problèmes, des Facebook et tout ça, mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas ce par quoi ça passe, mais les messages qui passent. Et le message qui passe, c'est que nous ne croyons plus à ce qu'on nous raconte. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est ça l'élément vraiment déterminant. Alors, la troisième réflexion, c'est ces révolutions arabes, qu'est-ce qu'elles ont déjà produit comme transformation dans la région? Eh bien, elles ont déjà produit beaucoup de choses. Elles ont produit beaucoup de choses parce que, comme Samir disait, les peuples ont changé. C'est pas moi qui le dis, c'est les murs du Caire. Oui, mais tu l'as repris. Et tu l'as traduit en français. Bon. Eh bien, justement, une des premières choses qu'ont apporté cette révolution pour la région, c'est qu'elles ont retrouvé une partie de l'histoire de la révolution autour de l'idée du panarabisme, de l'idée de l'unité de la région. Parce qu'auparavant, on disait, il y a le Maghreb et il y a le Mashrek. Et puis, on a entendu le peuple égyptien, place al-Tahrir, dire à Moubarak, dégage. Et puis on a même entendu le peuple égyptien dire, Tunis ya Habibi, Tunis mon amour. Et inventer un nouveau mot en arabe, digage. Digage, mais digage. Donc il y a quelque chose qui s'est construit, c'est la région Maghreb-Mashrek, région arabe élargie d'ailleurs, parce qu'il y a l'Iran, il y a toute une série d'autres choses, qui est effectivement un élément très important déjà de modification. L'autre élément de modification, اتكلم الناحيات يا مصطفى عشان تسمع. La deuxième chose que l'on voit dans la région, c'est les formes de résistance populaire qui restent extrêmement fortes, vives. Et d'ailleurs, si on regarde la Tunisie et l'Égypte, si on prend l'exemple de la Tunisie et l'Égypte, on a des situations politiques
à la fois stable et instable. Parce que finalement, on a une représentation avec 4 blocs politiques. En réalité, chacun est divisé en plein de morceaux. Il y a le bloc des frères musulmans, qui ont le pouvoir, mais qui ne sont pas la majorité, mais qui ont le pouvoir. Il y a le bloc de la gauche, laïque, séculaire, comme on peut l'appeler, mais divisé en beaucoup de partis, comme d'habitude. Et puis, on a le bloc des salafistes, assez compliqué d'ailleurs. Et puis, on a le bloc des anciens régimes, du FCD, des banalistes, qui ont gardé des positions très fortes dans la police et dans l'armée. Ça, c'est une situation instable. Parce que chaque fois que l'un bouge, ça fait exploser l'ensemble. On l'a bien vu. Mais il y a un élément de stabilité. C'est la résistance populaire. C'est ce que disait Samy tout à l'heure, ce qui le rendait optimiste. C'est qu'aucun de ces blocs n'est capable d'imposer son hégémonie. Même en s'alliant. L'alliance entre une partie de l'armée et les frères musulmans n'a pas réussi à imposer son hégémonie à la société égyptienne. Donc il y a une forte résistance populaire, encore très très forte. Autre élément dans la région de réflexion qui est compliqué, je reviendrai un peu à la fin là-dessus, c'est que finalement la montée de l'islamisme, la montée des frères musulmans, on devrait dire plutôt de l'islamisme, parce que l'islamisme politique. Oui, de l'islam politique, non, je préfère les frères musulmans. La montée des frères musulmans est liée à l'échec du barcisme et du nassérisme et à l'échec de ce que Samir a appelé, et ça je trouve c'était une très bonne chose, le soviétisme, pour ne pas dire le socialisme. C'est l'échec de la promesse socialiste, traduite par le soviétisme, et de l'alliance qui avait été passée d'ailleurs entre... C'est d'ailleurs assez compliqué parce que finalement le nassérisme et le marxisme avaient commencé par attaquer les communistes. Mais dans leur modèle de développement, ils avaient intégré une partie de ce qu'était, une partie des idées socialistes du temps des mouvements de libération nationale. Et donc au niveau populaire, l'échec a été ressenti comme l'échec commun. Et donc il faut qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire au niveau populaire, ce qui reste encore du marxisme, du nassérisme, du socialisme, au niveau justement des masses populaires. C'est un élément très important pour comprendre justement ce qui peut se passer. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut dire sur ce qui se passe dans la région. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pour montrer qu'il faut réfléchir sur ce que la révolution arabe, en 2 ans, a déjà produit comme changement dans la région. Et alors, je voudrais peut-être terminer simplement sur ma 4e interrogation. Sorry, Marc. Non, I have not finished. Ma 4e réflexion est une réflexion plus générale. La 4e, c'est moi, j'avais noté, je suis à la 6e. Ah oui, d'accord. Bon, ma 4e, c'est quelle réflexion ça nous apporte sur le temps des révolutions. Le temps des révolutions n'est pas un temps court et n'est pas un temps linéaire. On ne peut pas juger une révolution sur 2 ans. Le temps des révolutions se fait sur une génération et il se construit
il n'est pas prédéterminé. Donc, ce qui est en train de se passer dans la révolution arabe n'est pas encore joué. Et je vais, pour expliciter ça, donner deux exemples dont on peut tirer des leçons pour les révolutions arabes, deux leçons historiques, mais comme analogie, comme réflexion. La première, regardons ce qui s'est passé en Europe avec la révolution de 1848 des nationalités. Vous savez, en 1848, il y a eu des insurrections à Paris, mais 3 ou 4 jours après, il n'y avait pas Internet, il y a eu des insurrections dans toutes les capitales, enfin dans 7 ou 8 capitales. Ça veut dire que c'est au niveau de la région que les idées nouvelles progressent. Mais 3 ans après, ces révolutions ont été écrasées dans le sang partout. Mais 15 ans après, les États-nations s'étaient imposés partout en Europe. Ça veut dire que ce qui poussait dans cette révolution, ce n'était pas seulement l'idée des nationalités, c'était aussi l'idée de l'État-nation. Donc, ce qui pousse n'est pas évident au début. Mais enfin, c'est pour montrer qu'il y a toujours des moments, des régressions. Et Samir a tout à fait raison, et Mamdour ont tout à fait raison. Les élections est toujours une des formes de régression des révolutions. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui sont là, parce que je vois qu'ils sont 1958 en France. en 1968 en France. 1968, c'est une période d'insurrection un peu. Et les élections de la fin de 68, début 69, c'est la chambre la plus conservatrice qu'on ait jamais connue. Donc quand on veut calmer une révolution, on fait des élections. Ça, c'est très cool. Ça, tu l'as très bien. Mais, les Français sont des veaux. pardon? Les Français sont des veaux. Ah, j'ai déclaré de Gaulle. Les Français sont... Des veaux. Ah, des voix, oui, mais... Mais ils ne sont pas les seuls, hein, de Gaulle. Les êtres humains sont des veaux. Tous les peuples qui vous déçoivent, on les traite de veaux, c'est pas grave. Non, mais je pense que... non, ce qui se passe au niveau des peuples n'est jamais quelque chose de fortuit. Mais je pense que, par contre, prenons un autre exemple, qui est très intéressant parce que c'est un exemple plus proche. Prenons l'exemple de l'Amérique latine. Il y a 35 ans en Amérique latine, il y avait des dictatures partout. Le Brésil, on appelait le Brésil le géant malade de l'Amérique latine. Il y a eu des luttes populaires et il y a eu une démocratisation dans tous ces pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette démocratisation? C'est que tout de suite, il y a eu des régimes qui étaient, qu'on pourrait appeler des démocraties bourgeoises, qui ont fait du néolibéralisme, parce que c'était l'élément dominant à ce moment-là de la croissance, un peu de démocratie. Et les États-Unis, qui savaient très bien contrôler les dictatures, ont appris à contrôler, ont su très bien contrôler les démocraties. Donc on pourrait dire, après tout, finalement. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les 10 années qui ont suivi, se sont développés des nouveaux mouvements sociaux. De nouveaux mouvements syndicaux, le CTA en Argentine, la LUNT au Brésil, etc. Le MST, la Via Campesina, enfin, les mouvements de femmes, tous ces mouvements qui ont fini par se traduire à des niveaux politiques, qui n'ont pas donné de l'anticapitalisme, mais qui ont donné des formes nouvelles. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je vais donner un autre exemple que François connaît très très bien et sur lequel il pourrait nous dire des choses. C'est que après la dictature, dans la résistance à la dictature, une partie des mouvements chrétiens a évolué. Une partie d'entre eux est restée très conservateur, ont donné les évangélistes, les Tea Party, etc. Une autre partie est devenue chrétienne démocrate, c'est un terme côté.
Et une troisième partie est devenue théologie de la libération. Et les comités œcuméniques des bases, qui comprenaient des chrétiens démocrates et la théologie de la libération, se sont alliés avec des trotskistes, des maoïstes, des anarchistes, des communistes, pour donner le PT. Et donc, effectivement, le problème, c'est quels sont les nouveaux mouvements sociaux qui vont se développer dans le monde arabe. Parce que pour l'instant, le monde arabe, il est encore dans la sortie des dictatures. Quel était le modèle de la dictature? Garantir l'accès aux ressources au nord, garantir les investissements du nord, contrôler l'immigration et empêcher l'islamisme. Bon, on a bien vu que le quatrième n'était pas l'élément principal. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, ce qui est en train de se construire dans les années à venir, c'est comment va se construire le nouveau mouvement social dans les pays. There are many points which I'm sure that there are many issues that we would like to discuss or to get more information. So we should stop speaking here and let you first have your reaction. Mais je suis seul à dire, donne-moi au moins 5 minutes de parole. I believe now some Europeans don't want to give me the floor. No. Others stopped 30 minutes, each of them. I have been waiting patiently. It's terribly unfair, isn't it? No, I disagree with a lot of things. I want to break the consensus. So, I think this is really unfair. If you want the complete consensus, of course, that's fine. But otherwise, I should have stayed with Tariq Ramadan. I went to the wrong room. And there were 500 people queuing. I said, I'm a panelist, so I got them. And just Tariq Ramadan. And I sat down at the panel, and Tariq Ramadan came in. Some photographers took a picture of me. I was alone at the panel at some point. But that's why I was there. And then, for Islam, I have to leave this social fora for young people like you and Samir. I'm getting too old for this. I don't find my way. It's for the young people. No, sorry, this is too complicated for a man like me. So, Middle East, Syria and the others. I think we are in the midst of an enormous intellectual confusion, ideological, moral, political confusion and disarray, with innumerable inconsistencies or apparent seeming inconsistencies. Because if you look at what's going on, at the policies, inside and also the action of the Western powers, just can't believe what we are watching or examining. So it seems perfectly absurd, grotesque, counterproductive. So there must be something else, a hidden agenda, perhaps. And I have asked tens, perhaps hundreds of experts in the last 2 years about this, and there was nobody in the whole, perhaps Tariq Ramadan, I should have asked him, was able to give me a decent, satisfactory answer of what is going on. I recently gave at a big conference with some of the finest experts of the world in Istanbul. I gave kind of image of paradigm using the veil of ignorance, like Rawls from Harvard, hiding behind the veil of ignorance. Imagine a perfectly rational Western strategist who would have been away on a different planet or sleeping for 20, 30 years, would come down and he would
see what's going on in the Middle East, but he wouldn't know the Western positions in these various conflicts. What would he say? What would he propose, the command? Probably he would say, of course, the West is, and the West should, the Western powers, Western imperialist powers should support Assad, of course, by all means. And he, looking back, he would say they should support Gaddafi and Ben Ali and Mubarak and Saddam Hussein. But this is not happening. So there's something very, very odd about this. Have you thought about this? So it's contrary to whatever you have learned in strategic textbooks throughout the decades. So what may be the hidden agenda? I would be short contrary to the others, so I try to have some discussion. You can make up your mind. Perhaps you can have a discussion. What is the hidden Western agenda? Is it just to cause more strife in the area? Or even a kind of chronicle, ongoing, lasting, permanent civil war to weaken the area for years and decades? Is that the interest of the West? Because we must look at this in terms of interest, nothing else, of interest. So, okay, I disagree here with many people, because I support, I'm from not a very radical country, tiny one, but I personally have become more and more radical. I support totally the most, perhaps all at this forum, I support the most radical Islamists, whether Shiite or Sunnite. I support Hamas or Hezbollah or whatever. And for me, Bin Laden is a kind of martyr. He was killed by Western terrorists. So that's my reading, that's my narrative. We can't go into this. And I think when it comes to the whole area, but this is true for Africa, it's true for Asia, I'm in favor of a hands-off, complete hands-off policy. We have committed enough crimes in 2/3 of the world. In the last 200, our hands are full of blood. I say this as a Luxembourg, but that doesn't mean anything. But if I were British or French, I would not even go to these countries anymore. I would be too much ashamed because of what we did to these people. We have poisoned them, we have destroyed them, mentally, intellectually, psychologically, and for many, many generations to come. So this is and Samir, I don't agree with your attitude on Mali. No, I find terrible. I cannot support this neo-colonialism. It's in fact old colonialist policy and imperialist policy of France. That would require some discussion. So what is the aim, perhaps? An aim of the Western powers is a Westernization, an Americanization, a secularization of and that means a weakening of the Middle East, introducing once and for all Western-style capitalism, Western lifestyle, Western culture, Western secularism. So it's a battle about the souls of very frail countries. These countries are very, very frail. And they have never got rid of colonialism. You should read the book by Pankaj, those who have done Pankaj Mishra, On the Wings of Empire. It's a fantastic book, one of the best published in recent years. Many have certainly read it. Or go back to Edward Said and read again Orientalism. Then you understand what's going on in these very frail countries with very uncertain identity, if I can use, I apologize, this very, very ambiguous word, with a very low self-esteem. And the West is afraid of Islam. I totally disagree with what was said. This is not about arguing Islamophobia, which is
everywhere in Western Europe, in the streets, Samir would perhaps call it a lumpen Islamophobia, but there's another kind of Islamophobia at the elite level, at the level of official policy, Western policy. They say, we want the modern Islam, we want the moderate Islam, we want the westernized Islam, because they know exactly that would mean that the Islam is giving itself up. The Islamic countries are giving themselves up. So it's in fact Mubarak, Gaddafi, Ben Ali, all these people fitted the Western strategic purposes very, very well. But the West has also become a prisoner of its loose rhetoric, this loose, rotten, and these lies about liberal democracy. And now some of the more lucid, you don't hear this on television. Western politicians are becoming more aware of the price they may have to pay for this loose rhetoric. So perhaps only 10 or 20 years looking back, we may, or some of these people may come to regret what they did around the year 2010 and forward. We will see, or the young people in any case will see it. So let's not forget this whole unfortunate Western legacy towards the Middle East. It's a legacy of enormous disdain, contempt of the West for the whole Arab world, for the whole Muslim world. So, and I conclude from this that those in the West who are really very critical, anti-Western as myself, anti-American as myself. I hesitate to use the word anti. It's almost something silly or stupid and anti, but I have no choice, I guess. But these people, like me, have no choice but to support the hardest of the Islamists, even if we have to close our nose and perhaps not listen always very carefully. But we have no choice. The radical anarchist leftists like myself, they have no choice, and that's unfortunate. But think about it. I want just to stimulate you to think more in depth, and not always in these conventional terms about what's going on. So let's be careful. I'm horrified when I see this loose use of terms like fascist here, fascist there. It's a dangerous game we are playing with. And then when we talk about the left, where's the left? There's no left. Sometimes I feel as I'm the only leftist in the whole West. Can you show me a left? No, sorry, we can't discuss this. I try to provoke, yes, but I see no left. I see no leftist, no left. So you can disagree, that's what it's about. So be careful about alliances with the bourgeois parties, with the right, with the liberal right, with the neoliberal right. It's not enough to say we make an alliance, as you said, and after we fight them, which is a very Machiavellian and even cynical approach, but caveat, be careful what you are doing. You may not get rid. It's a dangerous game. So, and let's not demonize the so-called Islamic or Islamist. Let's be careful about our terminology. We in the West, we even associate Taliban with terrorists. Ask the people in the street, when you say Taliban, they think terrorists. This is not unbelievable. This is not unbelievable how we are victims. Yes, but I talked 9 minutes now, and the others talked 30 minutes. So I know you are not pleased because
I conclude. So, but perhaps these so-called Islamic governments may be more integer, morally integer than other secular ones, the British ones. Think about it. Even if it's an unpleasant insight, you may have to come. So, I think the other, I conclude now, the world has only a chance to stand up against the West if it defends its own cultural model. So, and this might mean that at least for foreseeable future, 10, 20 years, a generation or so, this might mean Islam. So, I'm not a religious person, so, but let's be lucid. Let's be lucid. And a footnote against the background of all this. Let's not forget the Palestinian question. We still continue in our hypocritical language, not here, we, about the peace process, the solution, one state, two states. You know there will be someday peace, but a peace of the cemetery. The peace will be there when there will not be anymore the slightest possibility for a viable Palestinian state. As we are sitting here, that's what's going on. In a few years, there's not even a theoretical, much less a practical possibility of a viable Palestinian state. That's the background we should also not forget. Sorry, I wanted to disturb you. That's what I like to do with students. Some are students, some are older. Most are much younger than me, fortunately. Thank you. Okay, thank you. We have only 20 minutes for the debate. Less than 20. Well, we'll have 20 minutes for the debate, so please be as short as you can. Yeah. Non, viens ici et parle fort. Ah oui, ça, tu sais que tu peux me faire confiance. Je vais essayer d'aller vite, mais je dirai 2 mots en anglais quand même. Franchement, c'était passionnant, c'était intéressant, et c'est vrai que dans un temps court, on ne peut pas tout dire, mais il eût été intéressant quand même, et je suis algérienne, et il nous semble que c'est important de comparer un peu l'histoire récente de ceux qui n'ont pas bougé, l'Algérie, la Syrie, je veux dire tout en parlant de l'Égypte et de la Tunisie, c'est juste en contrepoint. Le Yémen, la Syrie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire pour qu'on comprenne mieux, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé là où ça a bougé, et qu'est-ce qui s'est passé là où ça a bougé mais ça a été réprimé. Et l'Algérie, ça n'a pas bougé, mais quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Le devenir de mouvement islamiste, qui a reçu une raclée radicale aux dernières élections, malgré le mécontentement populaire général vis-à-vis des partis. Donc ça nous permet de complexifier un peu plus. Et si vous permettez, je vais être un petit peu iconoclaste, mais est-ce qu'on peut continuer à appeler ça révolution? Non, nous sommes en train d'ouvrir des portes. Il y a eu des dictateurs, et c'est merveilleux, avec la volonté populaire de mettre par terre les dictateurs, ça n'ouvre qu'une porte. La révolution, elle est à venir. C'est-à-dire des programmes, c'est-à-dire des gens, des alliances ambiguës, ambivalentes, je ne sais pas. Voilà, donc rapidement, je voulais dire qu'il manquait un petit peu quelque chose. C'est pas une question, c'est une constatation. Oui, constatation tout à fait juste, mais c'est un choix qu'on a fait pour une raison de temps. Je crois comprendre, mais c'est pas grave dans le débat. Merci. On voulait un débat plus long pour pouvoir précisément. Il y a madame là. Oui, allez-y. But please come and speak loud. And answer your question to certain people. Yes, I have questions and comments also. The comment is, I want to thank
those gentlemen, because their papers were really very interesting, as the lady said. Je veux dire que je veux remercier ces messieurs pour leur commentaires. Ils ont la traduction. D'accord. Mais I want to ask you a question. Yes, yes, you, especially you, because when you mentioned the Salvation Party, No, party. France, sorry, yes, France. And I'd like to know whether it's possible you have met Tunisian leaders and opposition leaders, because this is what we wish, or some of us wish for Tunisia. Because as you know, the opposition in Tunisia is highly divided, especially the leftist parties, the left, and let's say center party, like another, not another, but Nida Party, le Front de Hamami et les partis socialistes. C'est-à-dire qu'en Tunisie, l'opposition est très divisée. Il n'y a pas d'unité entre le parti Speak either English or French. et le parti de gauche, d'extrême gauche et du centre. There is no unity for the time being, and even so they refuse to unite, apparently, contrary to you in Egypt. And I think that we have a common enemy, which is another. And I think they should unite at least on a program, that is to say, to oust another. Ils devraient s'unir sur un programme minimum pour faire échec à another. Et ils ne le font pas. Et c'est pour ça que the situation is still so uncertain in Tunisia and unstable. And we don't know where we are going. I mean, we still don't know, unfortunately, because the opposition is largely responsible for this situation. Okay. And I think in Egypt, really, the initiative is Marvelous. marvelous, yes. Okay, excuse me, I seem impolite, but there are other people who... Please, be short as you can. Sorry, my name is Gasheke. I'm from There's no need of name and so on. So I appreciate very much the comrade from Egypt for clarifying what's happening in Egypt, and that's very powerful because he's not an intellectual. He's just somebody who is practicing the real politics. I'll just give you a case in Kenya. Recently, we had an election outcome where two people who are political leaders indicted by ICC were elected. The president-elect and his deputy. They were indicted by NCC, International Criminal Court on crime against humanity. The whole question is the entire progressive left, now the liberal politicians who are contesting power, they did not able to bring themselves together. And these people, they use the two issues of ICC and ethnic mobilization, and they are now in a opportunity maybe to take power. If the judiciary at the moment is able to confirm that they were elected. My question is this. Progressively, you have talked about Egypt. How are you connecting with other progressive forces, especially Kenya, which was a former British colony? The manifestation, as Comrade has said, the crisis of capitalism, neoliberalism, all of this is what is bringing. If the capitalism crisis, if it cannot solve its contradiction, what's happened is fascism. This is what happened in Tunisia, the army, the police, the everything. I was talking with the young people yesterday and I was asking them, what is the future of Tunisia? They told me the future is very bleak because the state is becoming too much militarized and we don't think we can be able to move forward if we don't have progressive unity. So my question is, how are you building the unity across Africa? Okay. Very short. No, please come here because behind you. We start saying.
in my view very correctly, is that elections may be used just as a means to cool a situation, not and we, the conservative, it is the weapon in the hands of conservative forces to cool the revolutionary process. I agree. But two questions. Have we any substitute? And second, there is a problem of institutions, and especially the problem of the constitution. What people in this type of stable situation are, there is a very important problem, which is the elaborating of the new institutions. To which extent the revolutionary forces may look this as something very serious and try to have a constitution which will not be against the people. And so that is really my question. Thank you. He will answer now because he has to leave. So. Bien. La question des élections est très compliquée. On sait très bien que les élections permettent effectivement un contrôle à un moment donné, dans une période révolutionnaire. Et on sait très bien que dans une période autoritaire, dictatoriale, la demande des élections, les gens sont prêts à mourir pour ça. Donc, il ne faut pas partir, il faut partir des situations. Il faut partir du principe que la démocratie n'est pas un problème d'abord de procédure. La démocratie, c'est d'abord le système qui permet de respecter les libertés. Et ce n'est pas la manière d'organiser les élections comme elles ont été organisées en Europe. Ouais. Donc il faut détacher la question de la démocratie de la question des procédures, et notamment de la question. Et ça, c'est la première. Et la deuxième question, c'est que le deuxième critère de la démocratie, ce n'est pas une loi de la majorité qui permet de faire n'importe quoi. Le système de la démocratie, c'est que quand on dit c'est le principe de la majorité qui est juste, c'est-à-dire que aucune minorité n'a le droit d'imposer ses vues à la majorité. C'est ça le principe justement de la démocratie et des libertés. Et c'est pas on fait une élection et une fois qu'on fait une élection, on a défini une majorité qui peut faire ce qu'elle veut. Ben voilà. Après, tu as raison, il y a la question des institutions et la question des formes. C'est pour ça que les trois questions qui sont devant nous aujourd'hui, c'est la question sociale, c'est la question démocratique et c'est la question de la décolonisation. Bon, excusez-moi, j'ai une autre séance. Please, please, I don't know you speak. Yeah, you come and speak from here. Okay, two questions under consideration. The first question actually is a segue to the problem of elections. You chastise elections, especially as a measure for immediate resolution of this emerging movement for transition.
why do you see such a design to stop these movements when elections, in fact, may pose a momentary lapse in these movements, but will give way to a mechanism which will allow change to happen? Because election is not just one, it's a series of elections. The mechanism is that. So I'd like to hear your response to that. The other question regards the revolution which you frame in terms of a reaction to the neoliberal system. And I have a hard time understanding that. I ask you, don't you think that that may be a contribution to the uprising, but the core instead was a reaction towards a governance system, more political rather than economic? And finally, a consideration. I emphasized earlier with a woman that said the revolution, we speak about revolutions, in reality they're not. Except maybe for Libya. Libya, I think, is a revolution. But for the others, there is no change of regime, I agree with you. But if we speak in terms of revolution, maybe it's just a revolution of conscience, which in fact will bring about change. Thank you. Yeah, please. Yeah. Je vais parler en français. Je vais poser la question en français. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que les révolutions arabes ont tué le monde arabe, puisque depuis, on ne parle plus de monde arabe, on parle de Machrek et de Maghreb. Et une autre question pour l'Égypte. Est-ce que les militants de la gauche égyptienne arrivent à travailler ensemble, ou est-ce que c'est comme chez nous, marxistes, maoïstes, trotskistes, n'arrivent pas à se regrouper, à travailler ensemble? Merci. Thank you. More questions? Let him answer. More questions? No, before we answer, we want to listen to give the maximal opportunity. I have no comment. Tfadali. No, you should have been on the panel. No, okay. It's not a question, but it's a comment about what Samir and Mahmoud said, because I'm totally agree with them regarding to the political analysis about the revolution in Egypt. And I wanted just to speak about this kind of alliance between the left wing, liberal, this kind of front. Salvation from Gabat Maybe here in Tunisia they think that we are martyrs because there's something was formed like this. I think that people pushed, this kind of front was pushed by people to be formed, because without the revolution in the streets of Egypt, which is continuous until now, that's why I don't know why you say in Libya yes, in Egypt no, because the revolution is not. Anyway, it's not the question, but I think that the most important thing which happened in Egypt, and Samir Amin told about it, that people changed. Now people are pushing the political elite, the intellectual political parties, to be formed in that kind of frames, okay? And even until now, people are taking a lot of steps before the political movements of the political parties and before the front of the salvation. And at the end, they take the same steps for the people. For example, from the beginning, since 2 years, we are saying that the Islamist movement or the Muslim Brotherhood are a fascist movement. We discovered that. We didn't say that before, okay? Now, for example, El Baradei, he's one of the leaders of the Salvation Front. He said the same 2 weeks ago, okay? So I think that it's something reflects the movement, the real movement in the street, okay? And when we say that, yes, we changed, but the regime was not changed, it could be reflected, for example, in one insignificant example, for example, the graffiti, okay? People before, young people before the revolution
were painting the graffiti during the night because it's forbidden, and the police was coming during the day to clean it. Now it's still forbidden, but the young people come during the day to paint it, and the police comes during the night to clean it. So I think this reflects a lot the political movement, even the new mechanism of the young people, of the political movement, how they react in different ways to the new regime we have. So I think that we are not great because we have this front, but we learn how to start a certain kind of unification because people are pushing a lot. Thank you. Thank you. So, one more question, please. Okay. And you also. No, it's okay. No, we can stay 10 minutes more behind our time. It's not a problem. So I think that the situation in some countries in the south of Europe is, at the recent years, more or less similar with the situation in North Africa, especially with the situation in Egypt or Tunisia. The main point, I think, at this time in Greece or in Cyprus or in Portugal is a kind of neocolonialization. The economy of these countries is destroyed. The political system is totally controlled from the Western powers, and I think that more or less similar things happen in Egypt or in Tunisia. They use the debt or the political instability as an instrument to destroy the country, to control the political system, and to exploit, of course, the whole country. Do you think that the Egyptian left can collaborate with the left of other countries, of the southern European countries, in order to confront this neocolonialization process? because he has to leave. So. Yes. Give me the chance just to contribute to all your questions, including also yours. The first question was about the cooperation between the parties of the left and the other in Africa, for instance. I would like to mention something about this. This international cooperation between parties is a phenomena of the left parties. It's the internationalism of Marxism. We have this among from the international before, among the Marxists, and the second international, in which both parties were members. The party of Sadat and the party of Mubarak. Until the last day, the party of Mubarak was member of the second international. The other left parties that now existing and acting in the arena, all of them are too young, too small, they have too small capacities to have international relationships like you suggest and you expect correctly, and you also. We are until today too small to do that, and too young and too poor. But in the future, perhaps, for sure, but we have to know that the struggle and the real battles, they are local. We can only have our relationship between different left parties all over the world, not only in Africa or in South Europe, just to coordinate our steps, just to discuss and chat and update our visions, but not more. The fight itself, the battles, is local.
So, the other question was about the revolution. I think all of us, in Egypt at least, we use the word revolution just to get the power out of the world. But what we have is not a revolution. It is, let's call it uprising, revolt. Let's call it intifada, because this word has become international. Or, like Samir Amin has mentioned once correctly, the start of a revolutionary process which would take decades. And this is the correct expression. This is the start. And therefore we are, in this context, optimistic, because we have seen now this huge potential of the people of continuing, and of the possibility and the readiness to give victims and to sacrifice. Why did this Salvation Front came together? That was a very sudden reaction after this declaration of the President of the state, Mohamed Morsi, to concentrate the entire power in one hand. Just a declaration per decree to give in his hand the judicative, the legislative, and the executive. In the time in which we don't have even a parliament and everything is loose and liquid on the street, and then we have per law and per constitution a dictator, or like the ancient Romans says, an imperator per se. So that was a shock, heavy enough to shatter these powers, even the liberal and the conservatives, because they have felt this huge danger on their existence, and then came together. That was the reason. That was the reason, the immediate reason. After that, we have among them those who see their own benefits in arranging their business together, in having an illusion that they would have part of the power later on. This is, and then, like she said, this recognition of the property of this kind of power that we are talking here about fascism. Exactly, it shouldn't be necessarily the same fascism that has been described by Antonio Gramsci. This is the fascism of the global south. But what is this fascism? There is a definition of that. The main thing is the absolute concentration of power. But the other thing is having a reactionary ideology, populistic and completely reactionary and illusionary and fanatic. It doesn't matter if it is calling this the correct Islam, or calling this the theory of, how do you call it, das Herrenvolk, like the Germans, or repeating the Roman Empire, like Ducci. It's the same context. And then, with which means they use militia, they use terror, and they use whatever. And that's exactly the situation. And then they arrive to the power through elections, but this is what we call in Egypt one-way election. That means one-way democracy. Democracy is just a tool to achieve something, and after that, never. And that's exactly the situation that has been
gradually discovered, not only by the political elite. I dare to pretend today, like she mentioned, the political elite within this Salvation Front, excluding the left now, it is far behind the street. The street is much, much more revolutionary and more demanding and more pushing this elite to get together and to take more rigid situation, attitude, and so on. And therefore, this recognition about why we didn't participate in the elections that the regime wanted. That was the discussion with the Rufians. I think a part of the answer has been given by Samir. Elections are not the aim of the people. We have seen that elections lead always to more frustration and more failure. This is the experience of the Egyptians during the last 2 years. That's number one. Number two, the elections were given by the regime in a time in which all elements of this Salvation Front were convinced that the election will be falsified, will be a big fraud, no? And therefore, in order not to look like we are just boycotting the elections, the Salvation Front has given a series of conditions, about only 5 conditions, I think. Yes, 5 conditions. One of them, we want an independent government. We want election watch from civil society in Egypt and internationally. And we want this constitution that has been done within 24 hours by the Islamists to be withdrawn in order to have enough time to make a new constitution. So, all these demands have been just ignored by the Muslim brothers. And the reason why they insist to keep this committee government is that they have kept the entire infrastructure to falsify the elections again. So discussing this issue among the members of the Salvation Front came between the left and the liberals and the right wing, that if we join these elections, we shall just legitimize this regime and we cannot be the bridge to give them the power for good. So, and now we put them into a problem. Now they have this problem. So our decision to boycott the elections were therefore still the correct one. Thank you. Thank you. Well, I think time is late and I'm not going to try to answer to any of the questions. Yes. I will only say one thing. We have made, whether this is right or wrong, a decision, a selection, that we would discuss, present and discuss, and unfortunately we were too long and we had no discussion enough, Tunisia and Egypt only. It doesn't mean that we do not care about the importance of discussing other issues in the Arab countries, Algeria, and the experience of what is going on in Syria, and the experience of what has happened in Libya and what it has produced, and Yemen, and the contribution in Yemen of the problems and so on. But we thought, right or wrong, that if we would present everything together, there would be less interest. Because many of you perhaps wanted to know a little more in depth about what could be presented in such a short time, rather than generalities or sweeping judgments on everything. Now, let me therefore thank you, but knowing that part of
expansion of that discussion will be reflected in the two roundtables of South-South cooperation. Of course, South-South cooperation will not be restricted to the Arab region at all. I hope so, and it will not. But still, the Arab region should have its place in that frame. Thank you.